Merci tout d'abord à Philippe Walter pour cette invitation à discuter surtout. Donc je suis archéologue, comme il le sait, et c'est, je crois, pour ça qu'il m'a invité. Donc j'aurai un discours évidemment d'archéologue. Je suis donc, comme archéologue, très heureux d'être ici pour d'abord témoigner de mon émerveillement et de l'émerveillement du monde archéologique à l'égard des avancées récentes des études physico-chimiques appliquées à la recherche sur le patrimoine archéologique, sur les réalités archéologiques. Les voies qui s'ouvrent sont pour nous immenses, imprévisibles surtout, la précision atteinte à quelque chose de miraculeux. Les interrogations sont innombrables. Elles portent à la fois pour nous, et je souhaiterais que l'on en parle, sur le degré de validité des résultats que vous obtenez et comment un archéologue peut juger du degré de validité et de certitude des résultats que vous obtenez. Elles portent aussi, et c'est de ça que je vais parler, sur les implications historiques de la complexité des données obtenues, et aussi, enfin, sur les perspectives que l'on peut légitimement rêver pour les prochaines décennies. Or, émerveillement, imprévisibilité des résultats, haut degré de précision requis, résultats à remettre perpétuellement en question, complexité irréductible des données et de leurs implications historiques, c'est aussi, il me semble, ce qui caractérise une certaine archéologie analytique des circulations et des transferts culturels, entre autres, bien sûr. C'est pour cette raison que les possibilités de dialoguer entre spécialités différentes de l'archéologie ou des disciplines qui entrent dans le domaine de l'histoire et de l'archéologie, ces possibilités sont très nombreuses et je voudrais traiter cette question à partir de deux grands dossiers historiques, mais traités, vous allez le voir, à partir de dossiers tout à fait petits et précis. Celui des modalités de la colonisation grecque archaïque en Italie du Sud, d'une part, et celui de la complexité des relations entre les sociétés méditerranéennes et l'Europe celtique ancienne au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et j'aborderai ces questions à partir de trois études de cas qui sont à des degrés divers d'avancement. Le premier, c'est un projet, en fait, sur la cité grecque, la colonie grecque d'Italie du Sud de Policoro, en Basilicate. Le deuxième, c'est un résultat de nos collègues italiens à propos du site indigène de la Basilicate aussi de Torre di Satriano. Et le troisième, c'est un travail collectif en cours sur la fameuse banquette de la tombe hallstattienne de Hordorf, en Allemagne du Sud. Alors, il me semble que la chose importante maintenant pour les archéologues, c'est de construire des dossiers qui peuvent être étudiés également par des spécialistes de la matière. Et c'est la complexité de la construction de ces dossiers archéologiques qui peuvent avoir des répercussions dans l'archéologie de la matière, disons, que je voudrais voir un peu avec vous. Premier dossier, donc, c'est celui de la tombe 11 de la ville grecque, de la colonie grecque de Syris Polieion à Policoro, en Basilicate, en Italie du Sud. C'est une ville qui est assez compliquée à étudier, sur lequel nous avons actuellement un projet de recherche en cours, qui a été fondé, ou refondé peut-être, vers le milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ par des Grecs venus de la côte occidentale de l'Asie mineure à la suite de l'invasion de leur ville, Colophon, par les Lydiens qui venaient de l'intérieur des terres, un peu plus à l'est, en Asie mineure, en Anatolie. L'exemple, le cas que je voulais vous montrer, c'est celui de deux petites fibules que vous avez ici, qui viennent d'une tombe d'enfants contenue dans une amphore. Alors, il y a plusieurs, dans la nécropole de ce centre de Policoro, il y a plusieurs nécropoles, dont beaucoup de nécropoles d'enfants qui sont contenues dans des amphores, notamment des amphores qui proviennent de la côte occidentale de l'Asie mineure,
de l'Ionie qui se trouve ici. Dans une de ces tombes, on a retrouvé 2 fibules que l'on a qualifiées de phrygiennes, c'est-à-dire provenant du centre de l'Anatolie, de la culture phrygienne, de Gordione, qui est bien connue par des légendes et aussi par les restes de la capitale Gordione, donc à partir du début du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Première distinction, les archéologues ont compris qu'il y avait dans l'ensemble des fibules dites phrygiennes, d'une part des fibules fabriquées en Phrygie, notamment à Gordione, et d'autre part des imitations de ces fibules fabriquées dans les cités grecques de la côte occidentale de l'Asie mineure, notamment en Ionie, qui reprenaient le modèle des fibules phrygiennes, mais qui avaient des détails de fabrication tout à fait différents, qui permettaient de les distinguer très précisément des fibules phrygiennes proprement dites. Pour ce qui concerne Colophon, la métropole de Cyrrhis Polieion, nous avons le sanctuaire de Claros, qui est dans le territoire de Colophon, qui a livré toute une série de ces fibules phrygiennes, ou plus précisément de ces imitations occidentales de fibules phrygiennes, qui correspondent vraisemblablement à la fabrication de fibules donc, pour les vêtements des Grecs qui habitaient à Colophon au 7e siècle avant Jésus-Christ. Première interrogation, les fibules de Polychoros sont-elles, alors donc ce sont vraisemblablement des imitations occidentales de fibules phrygiennes, grecques, mais sont-elles des productions de Colophon, c'est-à-dire la métropole de Polychoros? En fait, il est probable que non, car on arrive à distinguer les variantes des différentes cités de l'Ionie à cette époque. Il y a une variante propre à Colophon, et il y a une autre variante à laquelle appartiennent les 2 exemplaires de Polychoros, qui est une variante caractéristique d'Éphèse. Vous avez un certain nombre d'exemples ici du grand sanctuaire d'Artémis à Éphèse. Éphèse, qui est une cité qui est à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Colophon. Première donnée, parmi la population de Polychoros, de Cyrrhis, il y avait des Colophoniens, mais il y avait peut-être également d'autres représentants d'autres cités de la Grèce de l'Est, de l'Ionie, notamment d'Éphèse. Deuxième élément qu'il est important de noter, c'est que ces fibules, vous le voyez, ont une particularité, c'est qu'elles ne sont pas identiques, elles sont symétriques. C'est-à-dire qu'elles se portaient sur les 2 épaules, l'une avec le porte-ardillon à gauche et l'autre avec le porte-ardillon à droite. C'est quelque chose qui est caractéristique du costume phrygien et du costume ionien du 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que systématiquement, on trouve des exemplaires gauches et des exemplaires droits des fibules. Or, en Italie du Sud, cette pratique n'est jamais connue. Les fibules sont toujours identiques, c'est-à-dire avec le porte-ardillon du même côté. Ce qui veut dire que ce petit habitant de Cyrrhis Polieion, non seulement avait des fibules de sa cité d'origine ou de la cité proche de sa cité d'origine, mais il portait son vêtement à la manière des Grecs qui venaient de cette région. Et deuxième point, les fibules de Polychoros sont de très petite taille, beaucoup plus petites que la moyenne des fibules de modèles phrygiens, et ce sont des fibules faites exprès pour des enfants. Donc, cet enfant qui a été enterré à Polychoros, c'est un enfant qui portait un vêtement ionien, plus précisément d'Éphèse, et qu'il le portait alors qu'il était enfant, c'est-à-dire que c'est un vêtement temporaire, si vous voulez, qui n'est pas son vêtement d'adulte. Les questions qui se posent à partir de la construction de ce dossier archéologique, et qui est aussi un dossier historique, je vous les pose. Je les pose aux spécialistes de la matière que vous êtes et aux paléométallurgistes pour certains d'entre vous. Que peut-on attendre des analyses dans ce cas? Est-ce que l'on peut simplement attendre que l'on ait une distinction entre le matériau utilisé en Phrygie et en Ionie pour ce type de fibule?
est-ce que l'on peut espérer que les analyses nous permettront de distinguer une production d'éphèse et une production de colophon? Très important historiquement, vous le voyez, puisque la présence d'une production d'éphèse à Siris Polyeion montrerait que les colons ne sont pas, comme le disent les textes, uniquement originaires d'une cité de Lyonie, mais sont peut-être un regroupement de différents Grecs issus de différentes cités de Lyonie. Troisième question, est-ce que l'on peut distinguer des productions d'Éphèse, dans ce cas, et des productions éventuelles de Siris Polyeion? C'est-à-dire, alors là, les conséquences historiques sont plus importantes, puisque si ces fibules de Polychoro sont des fibules produites à Éphèse, cela veut dire que l'enfant est venu avec ces fibules, et donc ça veut dire que c'est la toute première génération de colons qui n'est même pas arrivée à maturation, c'est-à-dire ceux qui sont partis chassés par les Lydiens, qui sont partis en famille, en fait, avec femmes et enfants, les citoyens de Colophon, et qui se sont installés à Siris Polyeion. Si, en revanche, on a un indice pour dire que ce n'est pas la même fabrication, ce n'est pas le même approvisionnement en métal, cela veut dire que ces habitants de Colophon sont venus avec leurs artisans, ou bien ont formé sur place des artisans qui ont repris exactement les formes de fibules et aussi la manière de concevoir les fibules symétriques de leur métropole. Et puis il y a un dernier point, on a également retrouvé une fibule tout à fait identique dans un habitat indigène de l'arrière-pays de Polychoro, à une dizaine de kilomètres, Santa Maria d'Anglone. Cette fois-ci, c'est une fibule qui est portée toute seule, avec le porte-ardillon dans le bon sens pour les indigènes de l'arrière-pays de Polychoro. Est-ce qu'il y a une production indigène de ces fibules? Est-ce que ce sont des importations d'Éphèse qui ont été transmises par les habitants installés à Siris Polyeion? Est-ce que ce sont au contraire des productions de Siris Polyeion qui ont été diffusées à l'intérieur des terres? Donc vous voyez, en fonction du degré de précision de la construction du dossier archéologique, les questions posées pour nous ne sont pas du tout les mêmes et ont des conséquences, des implications archéologiques et historiques tout à fait différentes. Deuxième dossier, nous restons dans la même zone de l'Italie du Sud et plus précisément de la Basilicate. C'est le site qui est actuellement fouillé et étudié par l'ami Massimo Osanna de l'Université de la Basilicate, Torre di Satriano. Alors, à Torre di Satriano, il a trouvé un habitat indigène très complexe, avec deux phases caractérisées par deux bâtiments de type palais successifs, un bâtiment de type indigène à abside en bois et en torchis qui date du 8e et du 7e siècle avant Jésus-Christ, dans lequel on trouve la céramique cérémonielle caractéristique des sociétés indigènes de cette région, ce que l'on appelle la matte painted céramique, donc avec, vous voyez, cette décoration géométrique très particulière, avec surtout des formes caractéristiques, des formes cérémonielles qui apparaissent au 10e, 9e siècle avant Jésus-Christ et qui sont encore en usage pour des pratiques rituelles tout à fait spécifiques jusqu'au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, malgré l'arrivée des Grecs et ses conséquences sur la transformation des sociétés indigènes. Donc, un fort indice d'identité indigène de ces sociétés aristocratiques du tout début du premier millénaire. Et puis, il y a une deuxième phase, un palais archaïque du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui est construit à la grecque par des artisans grecs qui ont fait, vous le voyez, toute une série de plaques de décoration architecturale avec des moules grecs, et il y a même des inscriptions grecques derrière, des marques d'ateliers qui indiquent que ces Grecs venaient de Tarente. À l'intérieur de ce palais archaïque, on a retrouvé tout le service de banquet grec de cette époque, importé à partir des cités
comme Tarente ou comme Siris Polieion de la côte, et utilisé par les élites indigènes du palais de Satriano, on a exactement le service de banquet grec qui était également utilisé à Tarente, à Métaponte ou à Siris. Or, les analyses du contenu de ces vases, qui ont été effectuées par les laboratoires de l'université de la Basilicate, ont donné des résultats tout à fait inattendus. Éventuellement, on pourrait s'attendre à ce que, dans le monde indigène, on utilise les vases grecs pour un autre usage que dans les cités grecques, c'est-à-dire qu'on boive de la bière, par exemple, ou du vin. Mais en tout cas, ce qui a été clair dans les résultats des collègues italiens, c'est que les vases cérémoniels traditionnels antérieurs à la colonisation grecque étaient utilisés pour boire du vin. Ce qui veut dire que l'usage du banquet où l'on buvait du vin est antérieur à l'installation des Grecs sur la côte et également antérieur à l'adoption de ce qui va avec la consommation de vin, c'est-à-dire en Grèce, c'est-à-dire le service de banquet que l'on a simplement dans le cas de Satriano à partir de la première moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ. Ce qui évidemment remet en question toute la question de l'identité des pratiques cérémonielles indigènes avant l'installation réelle des Grecs dans des centres bien identifiés de l'Italie du Sud. Alors, évidemment, les questions ouvertes sont nombreuses. Est-ce qu'il y avait consommation de vin avant, consommation de vin indigène dans les sociétés d'Italie du Sud, avant l'arrivée des Grecs? Est-ce que l'on a importé du vin grec avant même que les Grecs ne s'installent sur la côte, etc. Vous voyez, donc on peut aller très loin dans les possibilités. Troisième cas que je souhaiterais vous présenter, j'espère assez rapidement, c'est le cas de la banquette de la tombe hallstattienne de Hordorf, en Allemagne du Sud. Donc c'est une tombe qui est très célèbre, hein, l'une des plus riches des tombes celtiques anciennes au nord des Alpes. L'étude de cette banquette qui servait de lit funéraire aux défunts est en cours, donc, avec un programme franco-allemand dirigé par le fouilleur de la tombe, Jörg Biel. Donc, vous voyez cette banquette sur laquelle repose le défunt. Voici quelques illustrations. C'est une banquette qui est tout à fait unique et qui pose des questions archéologiques très nombreuses que je vais simplement vous mentionner très, très rapidement. Trois ordres de questions: les sources d'inspiration, le lieu de fabrication, ou les lieux de fabrication, le type de commande aux artisans par le milieu aristocratique de cette communauté de Hordorf-Asperg vers 540 avant Jésus-Christ. Sources d'inspiration, elles sont multiples. Elles sont d'abord étrusques pour ce qui concerne le dossier du trône, puisqu'il s'agit en fait d'un trône qui a été imité à partir de trônes étrusques que l'on connaît à partir du début du 7e siècle avant Jésus-Christ, d'un type de trône qui est représenté sur des vases vénètes dès la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, ce qui veut dire que ce type de trône a été vers le nord diffusé à partir de l'Étrurie jusque dans l'Italie du Nord-Est et jusque dans les Alpes de l'Est aussi, jusqu'en Autriche même, ce qui indique que, comme d'ailleurs en Italie du Sud, il y a eu une diffusion de pratiques du pouvoir, dans ce cas, très largement au-delà des régions contrôlées ou fréquentées par les Étrusques. Deuxième élément qui est tout à fait différent, c'est l'élément bas. Le siège, vous l'avez vu, repose sur des cariatides à roulettes. Cette caractéristique est une caractéristique également étrusque ou italique, mais qui remonte à une pratique orientale que l'on trouve notamment en Phénicie, qui est utilisée pour de petits objets cérémoniels, comme des brûle-parfums, par exemple ici, ou de petits chaudrons qui contenaient
les liquides utilisés dans des circonstances particulières, des circonstances cérémonielles particulières. Troisième source d'inspiration, vous voyez que cette banquette, vous le voyez peut-être assez mal ici, cette banquette est très basse, elle fait 30 cm de haut, ce qui veut dire que l'on ne pouvait pas s'asseoir, on pouvait, mais enfin, ça n'était pas très pratique de s'asseoir comme vous êtes assis aujourd'hui. Il faut compter 45-50 cm de haut pour une chaise normale. Or, les Celtes avaient une autre manière de s'asseoir. Ils s'asseyaient en tailleur, donc comme nos collègues du musée de Bâle qui sont ici, sur la réplique de la banquette de Hordorf, pas sur l'original évidemment. Et on le sait ça parce que maintenant on connaît des représentations, vous le voyez en haut, de petits personnages qui sont dans des postures d'autorité à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et la posture d'autorité celtique, c'était être assis en tailleur. Et on peut supposer donc que la banquette a été adaptée à cette manière de s'asseoir celte. Mais il y a encore une quatrième source d'inspiration, c'est qu'il s'agit véritablement d'une banquette, c'est-à-dire de ce que les Grecs appellent la clinée. La clinée, c'était là où on dormait, alors on faisait tout d'ailleurs sur la clinée, mais surtout on buvait le vin couché. C'était une caractéristique grecque. Et or, la banquette de Hordorf est associée à un chaudron qui contenait non pas du vin mais de l'hydromel, semble-t-il. Et on a retrouvé dans les tombes autour d'autres clinailles, d'autres de ces banquettes de banquets grecs, qui indiquent que la pratique du banquet couché était en usage dans cette zone, et notamment en usage dans un milieu aristocratique très restreint, puisqu'il y a eu des analyses ADN de fait sur certains des squelettes de ces tombes, et certains des défunts de ces tombes à Clinée étaient très étroitement apparentés entre eux. Donc vous le voyez, pour ce qui concerne les sources d'inspiration, on a toute une série de sources d'inspiration qui sont le long de cette ligne, de cette grande ligne de contact qui caractérise les relations transalpines dans la deuxième moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ. Deuxième élément, la fabrication. Pour ce qui concerne la fabrication, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'on a un objet qui est composite. Toute la partie haute, on le sait par la décoration notamment, est une partie qui est d'Italie du Nord, qui est caractéristique de l'Italie du Nord. Alors, je passe sur l'aspect iconographique, qui est caractéristique, par exemple, du trône de Verrucchio, qui est étrusque, mais qui est de l'Étrurie padane, c'est-à-dire de la zone de Rimini. Mais je m'arrête un instant à l'aspect stylistique, dont vous voyez des exemples ici. Toutes les comparaisons vont vers une culture qui est la culture de Gola Secca, qui se développe entre le lac Majeur et le lac de Caume, à peu près, du 8e au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, les animaux sont les mêmes, et surtout, on a des pendentifs qui se trouvent sur les poignées de part et d'autre du meuble, des pendentifs qui ont, vous voyez, une sorte d'encre, qui sont caractéristiques de cette région, et il faut vraisemblablement chercher l'atelier, ou plus précisément la zone de formation d'un des artisans de la banquette, dans cette zone de diffusion de ces types de pendentifs. Mais je vous ai dit la zone de formation de l'artisan ou d'un des artisans, parce que ça concerne la partie haute de la banquette. La partie basse est composée de cariatides sur roulettes, que vous avez ici, qui ont un style tout à fait différent de ce que l'on trouve en Italie du Nord et qui se rattache plutôt à des productions d'Italie centrale et méridionale, production de petits bronzes de l'Italie centrale adriatique et production de statues en pierre, de la Donie, c'est-à-dire là on retourne en Italie du Sud, à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. Mais on sait par ailleurs qu'il y a, au cours du VIe siècle avant Jésus-Christ, une adoption par les milieux aristocratiques transalpins de certains éléments stylistiques de la plastique italique,
centraux et d'Italie centrale et d'Italie méridionale, et on peut reconstituer assez précisément les parcours de l'imitation ou de l'adaptation des styles de la plastique italique vers le monde celtique. Mais ce qui est évidemment compliqué pour nous, c'est que pour ce qui concerne la fabrication des cariatides, où se place-t-on dans ce continuum entre l'Italie du Sud et le monde celtique? Est-ce que l'on a affaire à une production d'Italie centrale qui a été importée au nord des Alpes, ou bien à une production d'un artisan formé en Italie centrale qui a travaillé au nord des Alpes, ou bien encore une production d'un artisan alstatien qui a reproduit des modèles d'Italie centrale transmis par des intermédiaires variés? Vous voyez, les questions sont très nombreuses également pour ce qui concerne la fabrication. Troisième élément encore, mais quoi qu'il en soit, pour la fabrication, ce qui est clair, c'est que l'on a un atelier qui est complexe, c'est avec des artisans qui sont d'origines différentes, qui ont été formés à des traditions métallurgiques aussi et stylistiques tout à fait différentes. Troisième élément, la commande. Alors là, c'est très important. Il y avait de la part de l'artisan une connaissance, ou des artisans, encore une fois, une connaissance très précise de la structure politique de la société d'Asperg-Hordorf. Alors, je passe sur tous ces détails. On pourrait entrer vraiment dans les détails. Chacune des statuettes a des détails différents, correspondant il y a 8 statuettes, qui doivent correspondre à 8 fractions de la tribu qui habitait autour de Hordorf. Et chacune de ces statuettes représente vraisemblablement l'ancêtre mythique de ces fractions de tribus qui étaient classées elles-mêmes par préséance, si vous voulez, par importance. Et c'est ce système qui est représenté sur les cariatides de la banquette. Ce qui veut dire que les artisans connaissaient d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire pouvaient aussi dialoguer au sens propre du terme avec les commanditaires, connaissaient et devaient se conformer à la précision de l'ordre social de cette communauté. Tout cela nous amène à notre sujet d'aujourd'hui. Voilà le dossier archéologique. Que pouvez-vous nous dire sur ça? Qu'est-ce qui peut nous intéresser dans ce dossier, dans notre pratique commune de l'archéologie? Alors, il y a au moins un laboratoire ici qui est concerné par ce travail, mais je m'attarderai juste un instant aux résultats provisoires de l'analyse isotopique du bronze, qui a été effectuée par Diana Modaresi-Terrani du musée de la mine de Bochum, et donc qui doit présenter ses résultats dans la publication de la banquette. Elle nous dit qu'il y a 3 sources. Je n'entre pas évidemment dans les détails, dans les questions techniques sur lesquelles je ne suis pas compétent. Je vous donne simplement ces conclusions. Et ensuite, donc, c'est avec elle qu'il faudrait les discuter. Quoi qu'il en soit, donc, elle nous dit qu'il y a 3 sources d'approvisionnement du métal en fonction des signatures isotopiques. Il y aurait une source des Alpes qui est justement associée à la partie haute, à tous les échantillons pris dans la partie haute de la banquette, qui est celle qui stylistiquement, techniquement, est très proche des productions de la culture de Gola Seca, qui s'approvisionnait en cuivre et en cuivre dans les gisements alpins. Il y a une deuxième source d'approvisionnement qui concerne les pieds, les cariatides, qui pourrait être une source d'approvisionnement en Italie centrale, peut-être en Sardaigne, mais c'est un peu compliqué. Mais quoi qu'il en soit, là aussi, ce résultat serait conforme avec l'étude archéologique.
ce qui voudrait dire que l'on a affaire à un milieu artisanal ou un atelier composite, tant pour ce qui concerne la formation des artisans que pour les réseaux qu'ils utilisent pour leur approvisionnement en métal. Et il y a un troisième ensemble de métal, un troisième groupe de métal qui concerne quelques rivets de fixation entre la partie haute et la partie basse du meuble. Et ce que nous dit Diana Modaresi-Terrani, c'est que ce métal proviendrait de l'Égée et plus précisément peut-être du Péloponnèse ou de la Crète. Alors là, ça nous pose des problèmes très conséquents. À titre de boutade, j'avais proposé une solution qui vous montre également la complexité des solutions qu'il faut chercher pour résoudre, pour essayer de répondre à ces sortes d'impasses parfois auxquelles on arrive. La tombe de Hordorf, comme je vous l'ai dit, contenait un grand chaudron en bronze qui était orné de 3 statuettes de lions en bronze. Ces 3 statuettes, au départ, étaient grecques. Elles ont été fabriquées dans un atelier qui, pour certains spécialistes des bronzes grecs, était de l'Italie du Sud, peut-être de Tarente d'ailleurs. Pour d'autres, étaient des statuettes fabriquées à Sparte, c'est-à-dire dans le Péloponnèse. Or, une de ces statuettes a été remplacée, c'est celle que vous avez en bas, remplacée par une copie celtique vraisemblablement, et on a perdu évidemment la 3e statuette. Donc, à titre de boutade, j'avais dit pourquoi ne pas imaginer que le bronze de la 3e statuette qui a disparu aurait été réutilisé et aurait pu servir, entre autres, à fabriquer quelques-unes des pièces qui manquaient, d'ailleurs pour la fixation des 2 parties d'origine différente ou de style différent de la banquette, donc la partie haute nord-italique et la partie basse, alors entre toutes les guillemets, nord-italique et centre ou sud-italique. Voilà les questions qui se posent, et vous le voyez donc, ces grandes lignes, et cette grande ligne que l'on a ici, c'est une ligne qui se remplit finalement, mais qui se remplit surtout d'incertitudes, de questions. Et ce sont toutes ces questions, je crois, que l'on n'arrivera pas à résoudre ensemble, mais au moins on le fera ensemble. Merci.